Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. Nouvelle séance du Parlement à la place de l'Étoile, mais faute de quorum, elle a été rapidement levée par le chef de la Chambre, Nabih Berri. Son vice-président, Elias Boussab, a affirmé que les lois votées hier restent en suspens en attendant la clôture officielle du procès-verbal. Un nouvel épisode de blocage parlementaire qui paralyse les réformes. Les députés des forces libanaises, des Kataïeb ainsi que de plusieurs indépendants et changeurs avaient décidé de boycotter la séance, empêchant ainsi le quorum. Le député Raziz Aïter a dénoncé cette attitude. Ceux qui veulent boycotter aujourd'hui feraient mieux de démissionner, a-t-il lancé. Et de son côté, le député Hadi Abou Hassan a réaffirmé son opposition au blocage des séances, insistant sur l'importance d'amender l'article 12 de la loi électorale afin de permettre aux expatriés de voter pour les 128 députés. Ce nouveau blocage illustre l'impasse politique. Les réformes tant attendues, exigées aussi par la communauté internationale, restent gelées alors que l'incertitude plane sur la tenue des prochaines séances. Donald Trump décroche un soutien conditionnel de Netanyahou à son plan de paix pour Gaza. Si le Hamas rejette la proposition américaine, le Premier ministre israélien promet de terminer le travail par les armes. Au cœur du plan, libération d'otages, retrait progressif des troupes israéliennes, mais aussi une possible amnistie pour les membres du Hamas qui déposeraient les armes. C'est un moment que Donald Trump qualifie lui-même de l'un des plus beaux jours de la civilisation. À la Maison-Blanche, le président américain a présenté son plan de paix pour Gaza, obtenu avec le soutien sous condition de Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien a donné son accord, mais prévient. Si le Hamas rejette ce plan ou fait mine de l'accepter pour mieux bloquer, Israël terminera le travail. Peu après, les médiateurs qataris et égyptiens ont remis le document aux négociateurs du Hamas. Sur le terrain, les habitants accueillent l'initiative avec scepticisme. Le texte, lui, prévoit un arrêt immédiat des combats, un retrait par étapes de l'armée israélienne, la libération des otages sous 72 heures et en échange la remise en liberté de près de 2000 prisonniers palestiniens. Le Forum des familles d'otages salue un accord historique. Autre élément clé, les membres du Hamas qui accepteront de déposer les armes et de reconnaître une coexistence pacifique avec Israël bénéficieront d'une armistice. Ceux qui choisiront l'exil auront un droit de passage protégé vers d'autres pays. Le plan placé sous la supervision directe de Donald Trump et d'un comité international, incluant Tony Blair, reçoit déjà des soutiens internationaux. Emmanuel Macron appelle Israël à s'engager et exige la libération immédiate des otages. Mais pour Netanyahou, l'autorité palestinienne n'aura aucun rôle tant qu'elle ne se réforme pas en profondeur. Et la menace d'une reprise de la guerre reste présente. Un fragile espoir de paix suspendu à la réponse du Hamas et à la capacité des deux camps à tourner la page de près de 2 ans de guerre dévastatrice. Les États-Unis foncent vers la paralysie budgétaire. À Washington, la rencontre entre Donald Trump, le vice-président J.D. Vance et les leaders démocrates n'a fait que confirmer l'impasse. Sans accord, l'administration fédérale risque le shutdown, paralysant des centaines de milliers de fonctionnaires et perturbant la vie quotidienne des Américains. À moins de quelques heures de la date limite, Washington retient son souffle. Sans compromis budgétaire, les États-Unis se dirigeront vers une nouvelle paralysie fédérale. Le vice-président J.D. Vance accuse les démocrates. Il vient ici pour dire « Si vous ne nous donnez pas tout, nous arrêtons l'État ». C'est grotesque et inacceptable. En face, les démocrates répliquent. Hakeem Jeffries, chef de la minorité à la Chambre, souligne que des divergences considérables persistent, notamment sur la santé et le financement d'Obamacare. Pour les démocrates,
Il est hors de question d'accepter un budget amputant les aides médicales destinées aux classes populaires, car les conséquences seraient lourdes. Mise au chômage technique de centaines de milliers de fonctionnaires, ralentissement dans les aéroports, versement d'aides sociales retardées. Donald Trump, lui, reste inflexible. Le président républicain exige que son grand plan budgétaire, adopté en juillet, soit respecté. Et à ses côtés, son directeur du budget brandit une menace: rendre permanentes les coupes dans la fonction publique si le blocage persiste. Les démocrates dénoncent une stratégie de la terre brûlée et refusent de céder au chantage. Nous ne soutiendrons pas un projet qui détruit les soins de la santé des Américains ordinaires, affirme Jeffries. À l'approche des élections de mi-mandat en 2026, chaque camp joue une partie à haut risque. Et derrière ce bras de fer politique, ce sont des millions d'Américains qui redoutent les conséquences concrètes d'un shutdown. Deuxième jour de coupure nationale en Afghanistan. Sans Internet ni téléphone, le pays est plongé dans le silence numérique. Décidée par les autorités talibanes, cette mesure paralyse les marchés, bloque les communications et inquiète la diaspora afghane, totalement coupée de ses proches. Kaboul s'éveille pour une deuxième journée sans téléphone ni Internet. Depuis lundi soir, l'Afghanistan est privé de communication. Les autorités talibanes ont coupé les connexions par fibre optique, laissant tout un pays isolé du reste du monde. Najibullah, 42 ans, témoigne. Sans téléphone ni Internet, nous sommes aveugles. Tout dépend des portables, des livraisons, les affaires. C'est comme un jour férié. Les conséquences dépassent le quotidien. Selon le site Flight Radar 24, les vols internationaux à destination de l'Afghanistan ont été annulés. Le secteur bancaire, les douanes et l'ensemble des services administratifs sont paralysés. L'organisation NetBlocks confirme. Le signal a chuté à moins de 1% du niveau habituel, une coupure intentionnelle selon leurs analyses. La diaspora afghane est, elle aussi, dans l'angoisse. Je suis totalement coupé de ma famille à Kaboul. Je ne sais pas ce qui se passe, je suis inquiet, confie un Afghan à Oman. Selon un responsable taliban, jusqu'à 9000 pylônes ont été mis hors service. L'ordre viendrait directement du chef suprême des talibans, Hebatullah Akhundzada, invoquant la volonté de prévenir le vice. Ces dernières semaines déjà, Internet avait été restreint dans plusieurs régions du nord au sud. Pourtant, en 2024, le gouvernement vantait son réseau national de 9350 km de fibre optique comme une priorité pour sortir le pays de l'isolement. Aujourd'hui, ce réseau est réduit au silence. Pour la première fois depuis 2021, l'Afghanistan est totalement déconnecté, et nul ne sait combien de temps cette coupure durera. À Calcutta, cette fois, la tradition millénaire de la déesse Durga se mêle à la modernité de l'intelligence artificielle. Alors que des millions d'hindous affluent pour la grande fête religieuse, les artisans puissent désormais dans les modèles générés par l'IA pour créer des idoles inédites. Entre fascination et inquiétude, l'Inde interroge le rôle de la technologie dans le sacré. Dans les ruelles de Kumartuli, le quartier historique des potiers de Calcutta, les ateliers s'activent. Cette année encore, des millions d'hindous viendront célébrer Durga, la déesse mère, au cœur d'un festival classé patrimoine immatériel par l'UNESCO. Mais les idoles prennent désormais un visage nouveau, celui de l'intelligence artificielle. Beaucoup de clients nous apportent aujourd'hui des images générées par ChatGPT ou NanoBanana de Google, explique Monty Paul, artisan depuis 70 ans. Sa dernière œuvre, rose et bleu vif, représente la déesse terrassant un démon, une esthétique nourrie par les algorithmes. Pendant 10 jours, les idoles façonnées dans l'argile sacrée du Gange trônent dans ces immenses pavillons éphémères. Les familles et communautés rivalisent de créativité, parfois en intégrant des thèmes contemporains. Cette année, une communauté a choisi l'IA elle-même comme thème central. Robots grandeur nature, décors de serveurs informatiques, lumière clignotante. Nous ne savons pas si c'est une bénédiction ou une malédiction, mais l'ancien ordre a changé, confie Subal Paul, secrétaire du comité organisateur. Dans un pays où près de 900 millions de personnes sont connectées, l'Inde est devenue l'un des plus grands marchés de l'intelligence artificielle. Entre fascination et prudence, elle l'intègre jusque dans le religieux. Un festival à la croisée des époques où l'intelligence artificielle s'invite désormais dans la plus sacrée des traditions hindoues. Et enfin, en Irlande du Nord, un artisan perpétue un savoir-faire vieux de plusieurs siècles. William Smith est aujourd'hui le dernier batteur de lin au monde.
Dans son moulin d'Upperlens, il continue de marteler le tissu selon une méthode traditionnelle qui a fait la gloire de l'industrie textile irlandaise. À Upperlands, à 1 heure de route de Belfast, les marteaux résonnent encore dans ce moulin tricentenaire. Ici, William Smith perpétue un geste disparu ailleurs, le battage du lin. À 59 ans, cet artisan est le dernier au monde à maîtriser cette technique. Pendant des heures, il aligne, humidifie et imprègne d'amidon les rouleaux de lin avant de les laisser marteler par une quarantaine de maillets en bois. Il affirme: Je fais le même travail que mes prédécesseurs depuis des générations. Rien n'égale cette finition. Personne n'a trouvé mieux en plus de 100 ans. Résultat, un tissu soyeux, plus solide, utilisé dans la haute couture et même à l'intérieur des costumes de Savile Row à Londres. La maison Alexander McQueen ou la créatrice nord-irlandaise Amy Anderson compte parmi ses clients. Au XVIIIe siècle, l'Irlande était un empire du lin, mais avec l'arrivée des fibres synthétiques, l'industrie a décliné, ne laissant derrière elle que ce moulin et son dernier artisan. Des stylistes considèrent que c'est un patrimoine unique. Ils espèrent attirer de nouveaux créateurs et former des apprentis pour que ce savoir-faire ne disparaisse pas. Chaque matin à l'aube, William Smith recommence ce rituel solitaire. Un travail physique, répétitif, mais animé par la passion de voir la toile brute se transformer en une étoffe précieuse. Dans le grondement des marteaux, c'est tout un pan de l'histoire industrielle irlandaise qui continue de battre au rythme de ce dernier gardien du lin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.